téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons parler de la question de l'euthanasie, sujet ô combien d'actualité, alors que les parlementaires semblent très pressés de légaliser la piqûre mortelle. Pour en parler, nous recevons Jacqueline Kellen. Jacqueline Kellen, bonjour. Bonjour. Alors, Jacqueline Kellen, vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux livres sur notre civilisation éclairée à travers ces grands mythes fondateurs. Aujourd'hui, vous nous présentez « On ne pactise pas avec la mort ». Un ouvrage publié aux éditions Guy Trédaniel et qui porte pour sous-titre « Vers l'euthanasie pour tous ». Point d'interrogation. Point d'interrogation pour l'instant. C'est effectivement la grande question, alors qu'on nous parle d'une exception, d'une législation, enfin d'une possible législation qui ne viserait que des cas exceptionnels. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce changement de société aboutisse à une généralisation de ce mode de mise à mort ? Oui, c'est ça la grande inquiétude, même le grand péril. Alors ce sont les formules doucereuses, mensongères, enrobées. On parlait au début du droit à l'aide à mourir. Après, on parle de la fin de vie, comme si cela concernait uniquement des personnes moribondes ou qui sont très malades et n'ont plus que quelques jours à vivre. Or, lorsqu'on lit le texte, et c'est possible pour tout le monde, même si les Français ne s'intéressent pas ou du moins sont très peu informés, eh bien on s'aperçoit qu'à partir de 18 ans, pour des maladies, pas simplement des maladies très graves physiques, mais également un mal-être psychologique, eh bien il est possible de demander cette chose-là, et on est éligible, parce que c'est une merveille, en effet, le sens de la vie actuellement, apparemment, c'est d'obtenir la piqûre mortelle. C'est quand même fou, et donc c'est très grave, parce que cela veut dire que ce qui est une option absolument personnelle, par exemple, mettons le suicide, qui existe depuis dans toutes les civilisations, qui est un cas personnel singulier. Si on parle du suicide assisté, c'est-à-dire que ça se généralise et après ça se programme, comme la mort pour tous. C'est cela. Et donc c'est non seulement, quand on parle de rupture anthropologique, etc., non, c'est absolument gravissime parce que de ce problème de la mort, qui est la question philosophique, métaphysique par excellence, on la réduit, cette question, à un problème médical, voire sociétal, comme on dit, et donc on prend les moyens techniques, matériels de la régler. Et ça donne une image, surtout, c'est basé, moi je me dis, les personnes qui ont mis au point ce projet de loi et qui l'ont voté d'abord à l'Assemblée, m'a dit, mais ils proposent ou ils imposent une conception de l'être humain absolument dégradée, dégradante et avilissante. À savoir, nous ne sommes que des individus bons à jeter quand on n'est plus rentable. Nous sommes simplement des organismes physiologiques et à un moment, on arrête de fonctionner. Nous sommes des hommes-machines, des hommes-robots, et quand le robot n'est plus utile, quand l'individu n'est plus rentable financièrement, eh bien, on lui montre l'issue fatale. Donc c'est absolument, oui, j'ose le terme, c'est monstrueux, ce qui est proposé sous couvert, bien sûr, de générosité, fraternité, solidarité, enfin on connaît tous les termes qui font passer la chose, et surtout quand on parle d'un droit. Maintenant, le Sénat a rejeté ce projet de loi en parlant avant tout de soulagement des souffrances. Donc il a rejeté l'euthanasie, mais malheureusement l'histoire continue et est traitée très rapidement, trop rapidement, parce qu'on veut en effet débarrasser la question. Les députés veulent effectivement aller très vite. Il y a quelques jours, effectivement, le Sénat a rejeté une proposition de loi. Alors, en fait, cette histoire de rejet par le Sénat est très compliquée. Ils ont rejeté un texte qui était devenu une coquille vide, parce qu'il avait été détricoté d'abord en commission des affaires sociales, puis par plusieurs votes d'amendements. Donc, les sénateurs ont dit on arrête tout, et finalement, c'est l'Assemblée nationale qui va, dans quelques jours, reprendre sa propre version, qui était extrêmement glissante, qui contenait de très nombreux cas qui ouvrent la porte à de nombreuses généralisations. Alors, on est inquiet parce qu'on se dit c'est un sujet grave que la vie et la mort. Vous le dites dans votre livre, depuis le début de l'humanité, l'homme se pose des questions sur la vie et la mort. Vous évoquez le plus ancien mythe dont on a une trace écrite, celui des Sumériens. Voilà, la fameuse épopée de Gilgamesh, donc ça remonte à 4000 ans, au moins plus de 4000 ans, et dans tous les grands mythes de l'humanité, donc tous ces grands récits qui essayent de proposer un sens à la vie humaine, et les grandes questions sur
sur le mal, la mort, l'amour, la justice, etc., eh bien, le héros cherche en effet l'immortalité. Et tous les grands héros qu'on connaît des épopées homériques, que ce soit Achille ou Patrocle et tous les autres, et bien sûr Ulysse, ils cherchent à acquérir l'immortalité. Et de nos jours, c'est comment mourir, enfin, parce qu'il n'y a plus de sens de la vie. De même, il n'y a pas si longtemps que ça, au XXe siècle, sur le plan médical, on se félicitait, et à juste titre, des progrès de la médecine, de la science pour l'espérance de vie, comme on disait. C'est un beau terme, l'espérance. Maintenant, on a l'air de se réjouir parce qu'on fait miroiter l'espérance de mort. Donc, se réjouir d'ailleurs, vous le rappelez d'ailleurs, euthanasie, c'est étymologiquement, ça renvoie à bonne mort. Oui, ça veut dire bonne mort. Alors on fait passer cela pour maintenant une mort douce, parce qu'on sait que la mort et le sommeil sont toujours, ont l'air d'être reliés, alors que c'est un acte précis, conscient, volontaire. Donc ce qui est très grave, en effet, c'est de légaliser volontairement, consciemment, cette substance, cette piqûre qui vous envoie ad patresse ou du moins au néant. C'est une loi totalement cynique et nihiliste. C'est ça, moi, qui me révolte absolument, et je ne suis pas la seule, je l'espère. Ce ne sont pas simplement, c'est trop facile de dire, il y a les religieux de toute religion, ou les fidèles qui vont dire, ah non, c'est Dieu qui choisit la vie, la mort. Non, non, là, ça s'adresse, les arguments importants s'adressent aussi bien aux agnostiques qu'aux croyants, à savoir, il y a un risque absolument avéré d'eugénisme, à savoir, oui, il y a ceux, les déficients, les malades, les handicapés, ceux qui ont besoin de dialyse, tout ça est prévu. Tout ça est prévu, voire programmé, donc qui auront droit, comme on dit, enfin, ou qui demanderont, parce qu'on les incitera à débarrasser le plancher, parce que je prends exprès cette expression prosaïque parce que c'est cynique, et d'autre part, donc l'eugénisme, c'est quand même très grave. Je pense qu'au XXe siècle, l'histoire se souvient de certaines choses, même auparavant, et d'autre part, il y a surtout, déjà à l'œuvre, les menaces de totalitarisme. L'État n'a pas à s'ingérer dans l'intimité des citoyens. La vie, la mort, etc. Je peux décider, en effet, de me suicider, mais il n'y a pas une loi pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment la menace de totalitarisme. Vous voyez, l'ingérence dans la vie privée. C'est extrêmement grave. Alors, ce qui est étonnant, d'ailleurs, enfin, pas étonnant, puisque l'Europe, presque tous les pays ont voté, y compris la Grande-Bretagne, je crois, l'été dernier, eh bien, il y a un pays en Europe qui n'a pas voté l'euthanasie active. Devinez lequel? C'est l'Allemagne. Voilà. Alors que l'Allemagne a été un grand praticien dans les années 30-40. C'est pour ça. Donc, ils se souviennent qu'il y a eu quand même des millions d'êtres humains euthanasiés. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, les Allemands, les nazis, sans même faire de jeu de mots avec le mot euthanasie, utilisaient des arguments de compassion. C'était appelé, la piqûre était appelée la mort miséricordieuse. Oui, bien sûr. Bien sûr, non mais c'est parfait ce terme de compassion. Enfin, on connaît la novlangue, c'est pour ça, mais là on est en plein Orwell. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à le citer, mais quand on pense à tous ceux qui ont poussé des cris d'alarme, en effet Huxley, Bernanos bien sûr, il y a ce magnifique philosophe allemand, Günther Anders, qui en parle, l'obsolescence de l'homme. Et c'est toute une entreprise de destruction, de déconstruction, comme on a dit, qui va amener à cette bêtise rare qui est la destruction de l'homme par lui-même. On arrive à la destruction de l'humanité, puisqu'il y a de sens à rien. Je vous cite, tous les citoyens sont grugés par une loi qui leur veut tant de bien. C'est vrai que je pense que vous le dites avec des guillemets, bien sûr, parce qu'il leur veut tant de bien, c'est en apparence, puisqu'on arrivera sous peu à l'auto-élimination consentie. C'est ce que je ressens. Comme la mort miséricordieuse chère aux nazis. Maintenant, on parle de l'aide à mourir. On pousse l'homme à accepter de se faire débrancher du jour au lendemain. La grande bienveillance, c'est le mot, pourtant au début c'est beau, vouloir du bien à autrui, c'est même la façon de vivre en société. Mais là, en effet, c'est tout ce qui est enrobé pour faire passer quelque chose d'absolument mortifère.
au fond, c'est ça. C'est une société qui n'a plus rien à proposer comme élévation de l'être, comme même amour de la vie. Je pense que ça vient aussi d'une peur, maintenant, peur, panique de vivre. On supprime, et puis la moindre... alors le grand argument, bien sûr, des partisans de cette euthanasie, c'est pour éviter la souffrance. Donc il faut, comme s'il fallait choisir entre une souffrance abominable, alors qu'il y a maintenant bien sûr beaucoup de traitements et pas simplement la morphine pour alléger les souffrances, et donc choisir entre cela et puis la mort rapide, instantanée, propre, médicalisée. Donc cette option-là est absolument, là aussi c'est un chantage absolument épouvantable. Mais ça fait partie aussi d'un climat actuel, enfin qui remonte à quelques décennies, où tout est bonheur, bien-être et facilité. Et de nos jours, on ne peut plus supporter la moindre contrariété, le moindre bobo, il faut être soigné. Donc c'est comme si maintenant la souffrance qui est une réalité, qui est en effet peu agréable, voire insupportable, devenait inadmissible. Donc c'est un droit qu'on va réclamer pour, surtout, je veux être à l'abri de la souffrance, de la mort, donc en me précipitant dans la mort. Est-ce que c'est la conséquence d'une société, d'un État, on parle d'État-providence, qui prétend assurer le bonheur pour tous? Ben, c'est là oui. Évidemment, l'État ne peut pas promettre un bonheur, un bonheur pour tous, c'est une utopie. Ah ben, c'est l'illusion totale. Et donc, face à l'échec, ça en vient à légitimer la fin, la mort. Oui, c'est ça, illusion totale. Mais on nage en pleine illusion, comme la civilisation du bonheur, du bien-être. Et puis un côté aussi qu'on flatte dans toutes ces sociétés qui veulent tellement compassionnelles, c'est le narcissisme. L'illusion que moi, petit individu mortel, je maîtrise tout, y compris le jour et l'heure de ma mort, etc. Illusoire. Ce sont des propos qui ont été tenus là aussi il y a quelques jours au Sénat par un sénateur centriste. Peu importe d'ailleurs son bord politique, là n'est pas la question. Alors, je vais le lire parce que sa citation est quand même très évocatrice. « Je crois au flot de l'histoire et à l'émancipation des individus vers une maîtrise éclairée de leur existence, de la naissance au trépas pour arriver à bon port. Un jour viendra pour l'émancipation vis-à-vis des forces spirituelles qui s'accrochent à la maîtrise de nos existences au nom d'une transcendance aliénante. Rien ne pourra arrêter le souffle qui pousse la quête de liberté. » Fin de citation. Comment réagissez-vous? C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre de novlangue, de technocrate. Et actuellement, c'est ça aussi, l'histoire, c'est qu'on fait croire que la mort, comme les grandes questions qui concernent chacun, eh bien, ça relève du technicien et de l'expert. Et on dissout actuellement l'individu dans « c'est pas votre problème, c'est l'expert qui va régler ça ». On dissout dans des propos abstraits. Et on dissout bien sûr dans le collectif, puisque dans un régime totalitaire, l'individu, l'être humain n'a pas besoin ni de parler, ni de penser, ni de sentir. C'est le collectif qui l'emporte. Et donc au-dessus, il y a le Big Brother. Vous savez, je pensais aussi au personnage du roman de Kafka, Le Château. On ne sait même pas s'il existe, il a un nom, personne ne l'a jamais vu, il est invisible, ou comme chez Orwell, c'est les écrans. Et là, je crains que l'être humain soit transi devant ou statufié devant tant d'abstractions et de bêtises. Oui, l'abstraction, moi, ce qui m'a sidéré dans ces propos, c'est surtout le côté abstrait, les termes l'abstraction philosophiques très vagues, mais aussi autre chose, c'est qu'on prétend donner la liberté, le choix, alors qu'en fait c'est extrêmement liberticide puisque le sujet est manipulé. Je vais prendre un exemple très simple. Un député, un ancien député qui a parlé du pied dans la porte. C'est-à-dire que c'est un promoteur de l'euthanasie, mais qui assume l'image du pied dans la porte. C'est un médecin. C'est Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine, exactement. Il dit... Dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs, il n'y aura pas les malades psychiatriques, il n'y aura même pas les malades d'Alzheimer, mais on ira progressivement. Alors, ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'il semble partir du principe que ces personnes-là pourraient ne pas avoir envie de demander cette piqûre. Et pourtant, il dit, on la prépare pour eux plus tard. C'est le progrès. Comme si, en fait, on va vous aider à débarrasser. Comme si, pour reprendre une expression rousseauiste, il faudra les forcer à être libres.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant aussi de se dire... est-ce que, c'est ça l'histoire de l'amour de la vie, ou avoir le goût de vivre. Est-ce que, moi il y a une expression française que j'aime bien, parce que j'aime la langue française bien sûr, mais la vie qui vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est beau, elle vaut la peine. Voilà, parce que je rappelle des évidences. En effet, une existence est faite d'imprévisibles, de joie, de rencontres, de grandes douleurs, de beaucoup de pertes, d'immenses chagrins, de surprises merveilleuses, de rencontres étonnantes. Elle est faite de tout ça. Elle est faite de tout ça. Et que l'on, maintenant, dise la vie, c'est rien du tout. Et c'est ça, derrière la loi, cette loi nihiliste, c'est l'être humain n'a aucune valeur, si elle n'est pas économique, etc. Et la vie, ça ne vaut rien, donc en effet, on peut leur montrer très vite la porte de sortie. Alors que beaucoup de personnes qui peuvent être malades et souffrantes, qu'elles aient ou non la foi en Dieu, peuvent avoir envie de rester ici parce qu'il y a des proches, il y a des amis, il y a un rayon de soleil, il y a un oiseau qui chante, il y a un livre à lire, il y a une musique à écouter. Vous avez cité tout à l'heure Huxley, effectivement vous le citez dans votre livre bien sûr. Ce que vous dites renvoie tout à fait à ce passage dans Le meilleur des mondes où le personnage John, appelé le sauvage, est confronté au grand directeur du centre et il lui dit donc John dit le sauvage, dit au directeur du centre qu'il n'accepte pas tous ces bonheurs artificiels qui sont fades, qui sont sans expression, et le directeur lui dit donc vous voulez la liberté d'être malade, la liberté d'être malheureux, la liberté et plein d'autres libertés. Il dit oui, je les accepte toutes. Parce qu'au fond, tous ces malheurs, ils conduisent aussi au bonheur, parce que la vie est faite de bonheur et de malheur. Il n'y a pas de bonheur sans malheur, il n'y a pas de joie sans peine à côté. Oui. Et c'est-à-dire qu'on n'accepte plus que, de toute façon, sur Terre, ici-bas, nous ne pouvons avoir que des joies et des peines, que des bonheurs et des malheurs. Nous ne pouvons pas avoir un bonheur à 100% parfait sur c'est pour ça, c'est la grande entreprise d'illusion. Et c'est vrai que depuis quand même plusieurs années, maintenant, le nombre de thérapies, de développement personnel, etc., maintient l'illusion, le bonheur. Alors qu'il y a des moments de bonheur, c'est le terme, la bonheur. Mais ce qu'on peut souhaiter, en effet, mais là c'est sur un plan philosophique, la bonne vie, en effet, vertueuse, où on a fait quelque chose de précieux pour autrui. On a semé quand même quelques graines de justice, de bonté, de beauté. Ça, c'est important. Et puis pour les chrétiens en particulier, ou pour ceux qui ont une foi spirituelle, en effet, c'est la joie. Là, la joie est d'ordre spirituel. Et la joie, elle transcende en effet tous les malheurs de l'existence. Bon, mais là, c'est aussi un chemin ardu et difficile, mais c'est aussi la grandeur de l'être humain. La liberté dont on parle, que vous évoquiez, c'est en effet, vous avez le choix à la limite entre... J'ai la liberté de choix. Oui, j'ai la liberté entre l'euthanasie et le suicide assisté, comme j'ai le choix entre la tarte aux pommes et la glace au chocolat. Oui, tout ça, mais je suis étonnée que les Français aient si peu d'esprit critique et qu'ils aient intégré à ce point cette alternative. Vous allez souffrir, vous tordre de douleur, comme si toutes les morts étaient horribles. Non. Ou sinon, on vous montre le laboratoire, parce que je ne sais pas si ça se fera, il y aura des thanatodromes, je pense. Il y a les vaccinodromes, peut-être qu'il y aura des thanatodromes. On va voir dans quel cas. Donc c'est affolant. Alors bien sûr, on va penser que j'exagère. Je ne suis pas la première Cassandre, mais il faut vraiment que les Français se réveillent. Oui, parce que justement, sans prédire l'avenir, vous évoquez, c'est l'un des mots que vous employez vers la fin de votre ouvrage, l'ère glaciaire vers laquelle nous allons passer à une atmosphère finalement de froideur. Oui, froideur, mais c'est tout ce qui est d'ordre cérébral, conceptuel, l'abstraction. C'est pas en effet le cœur qui est chaleureux, qui n'est pas simplement sentimental et émotionnel, c'est aussi le lieu de la sagesse, le lieu de la réflexion. Dans toutes les traditions, le cœur c'est le centre de l'être, c'est le centre spirituel aussi. Mais là, nous allons vers l'insensibilité, la dureté, la technicité. Alors oui, c'est vrai que ça donne plus du tout envie de vivre. Et on rêve d'aller au fond des bois, si on se sent atteint d'une maladie grave, d'aller au fond des bois, ou une île déserte si elle reste, encore s'il en reste une, mais surtout entouré de quelques amis, quelques êtres chaleureux. Quelques êtres chaleureux. Alors, justement,
En parlant de réflexion, vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage les débats au Parlement, alors plus exactement les débats à l'Assemblée nationale, puisque le débat au Sénat n'avait pas encore eu lieu au moment de la rédaction de votre ouvrage. Vous avez critiqué la pauvreté des débats, surtout sur une question aussi grave que la vie et la mort. Oui, mais comme la plupart des débats, j'avais écrit un livre aussi il y a plusieurs années, il y a même 10 ans, sur le thème de l'hospitalité. C'était l'époque, et ça continue, où, au niveau, bien sûr, de l'État, on était, oui, par rapport aux migrants, est-ce qu'on en prend autant, les répartir, enfin, comme c'était vraiment des sacs de pommes de terre, ou c'était la charité veut que, ou la charité, on ouvre toutes les frontières, ou on ferme tout. Et déjà, à l'époque, je me disais, mais l'hospitalité, c'est un thème absolument magnifique, magnifiquement humain, qui a toujours existé. Avant de dire, de faire des comptes, vous en prenez combien, où on répartit comment, dans quel pays, il est quand même important d'avoir une réflexion, savoir un peu de recul, un peu de tranquillité au lieu de toujours passer en vitesse. Ça, c'est la folie aussi actuelle. Et donc de réfléchir sur ce que veut dire l'hospitalité, qui est une loi, en effet un devoir sacré dans l'Antiquité, mais également qui implique la réciprocité. Et ça, c'est capital. Hein. Il y a celui qui accueille et celui qui est accueilli. Il y a des droits et des devoirs des deux côtés. Voilà. Et sur le thème, en effet, de la fin de vie, comme ils disent, qui en fait n'est pas simplement pour la fin de vie, mais pour tout un chacun. Et maintenant, il y a aussi le fameux délit d'entrave. Je ne sais pas s'il va être maintenu. Mais sur le thème de la mort, qui est le thème métaphysique par excellence. Je pense à ce magnifique écrivain, combattant aussi, et qui fut ministre. On y pense avec nostalgie, André Malraux. André Malraux, qui, agnostique, ami du christianisme et de la Bhagavad Gita, comme il dit souvent, mais Malraux qui faisait bien la distinction entre la mort au sens métaphysique et le trépas. Il dit, moi, la mort, quand j'en parle, et toute sa quête sur l'histoire de l'art, etc., et les religions et les civilisations, c'est la mort au sens métaphysique, donc le destin, et comment faire pour lutter contre ce destin, donc la posture héroïque ou la posture artistique, ce qu'il a tout à fait exposé. Mais il dit, mais la mort en tant que le mourir, le trépas, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, voilà. Et là, de fait, ils réduisent cette immense question, ce mystère même qu'est la mort, dans lequel on ne peut cesser d'avancer, de s'interroger. On réduit cet immense mystère, qui fait la richesse aussi de la pensée humaine, de la sensibilité humaine, eh bien, on réduit cela à, ce que je disais au début, un problème strictement médical, technique, physique, et puis, bien sûr, c'est un problème de société. C'est sociétal. Donc c'est parfait. Oui. Ça peut empêcher le rapporteur à l'Assemblée nationale, Olivier Falorni, de se féliciter de la tenue des débats. Oui, bien sûr. Oui, bonne tenue, oui, bien sûr. J'ai l'impression que les parlementaires sont des gestionnaires. Oui, c'est ça. Des êtres humains. Oui, la grande start-up. Oui, la grande start-up, Startup Nation, voilà. Donc, vers quel projet de société nous dirigeons-nous finalement ? C'est ça. Mais c'est le nihilisme, à savoir la destruction de l'humanité par elle-même. Pouvez-vous définir en quelques mots ce qu'est justement ce nihilisme ? Est-ce que c'est la pensée selon laquelle en fait l'homme n'a pas de signification en lui-même, c'est à lui de se construire ? Non, c'est surtout que rien, c'est l'absurde, dans la continuité de l'absurde, c'est la pensée matérialiste où il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas de monde invisible, il n'y a pas bien sûr de monde divin, et l'individu, en effet, lorsqu'il meurt, il retourne dans le néant. Donc cela, c'est une position... Qu'est-ce que je peux faire de ma vie quand même si après je vais vers le néant. Ce qui est intéressant, c'est c'est une pensée qui refuse absolument justement le questionnement sur l'au-delà et le monde invisible. Et on fait toujours croire que le fait de s'interroger sur le Dieu ou les dieux, sur l'immortalité peut-être de l'âme, sur la survie heureuse ou bien heureuse dans l'au-delà, on fait toujours
croire que ce sont des questions religieuses. On dit, ah oui, ça c'est personnel, c'est une pensée personnelle. Non, pas du tout. Moi je dis volontiers, Dieu, la religion n'a pas le monopole de la divinité. C'est une question philosophique. Tous les philosophes, ne parlons que de la tradition occidentale, depuis les présocratiques, donc 6e siècle avant l'ère chrétienne, tous les philosophes de la tradition occidentale, et nous-mêmes, dès que nous sommes un peu conscients, nous nous posons des questions. Les questions sur d'où je viens, à quoi, où vais-je, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, etc. Et Pierre Dac ajoutait, et à quelle heure on mange. Bon, mais c'était un grand métaphysicien lui aussi. Donc de balayer d'un revers en disant tout ça, c'est n'importe quoi, c'est de la rêverie, c'est l'opium du peuple, etc., c'est ce qui revient constamment. Donc la négation totale de la valeur de la vie et de l'individu. C'est ça le nihilisme. Et donc ça ne peut aller qu'au néant. Ça ne peut aller qu'au néant. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant ait sa propre valeur. Ah mais oui, bien sûr. Irremplaçable. Bien sûr. Ce qu'on oublie, c'est évidemment nos parlementaires, nos dirigeants nous prennent juste comme des marchandises, des flux. Oui, c'est ça. Alors l'argument que moi je propose, enfin l'expérience, ceux qui votent pour et qui sont vraiment partisans de ça, justement ces parlementaires ou autres, eh bien on leur donne, c'est eux-mêmes, parce que ce qui est scandaleux aussi, ou surtout, ou d'abord, c'est de demander aux soignants, et en premier aux médecins, qui prononcent le serment d'Hippocrate, de demander aux médecins de pratiquer cette piqûre mortelle. C'est effarant. Là, oui, ça leur pose un très lourd cas. Non, mais après, on se demande s'il y aura une clause de conscience qui va rester ou s'ils seront obligés, bon, ou alors s'ils seront déchargés de leur travail. Mais je me dis, est-ce que celui qui vote cette loi, est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il peut le faire, sans broncher, sans trembler, faire la piqûre à quelqu'un, que ce soit un proche, un ami ou quelqu'un qui ne connaît pas, un être humain? Est-ce qu'il en est capable? Voilà. S'il en est capable, eh bien l'ère glaciaire est parmi nous. Eh bien, nous verrons, gardons en tout cas un peu d'espoir, nous verrons bien pour les années bien. Non, mais il y a encore des êtres humains qui ont l'esprit critique et qui aiment vivre, En tout cas, merci Jacques-Hélène pour cet très intéressant ouvrage. Chers téléspectateurs, donc je vous rappelle, On ne pactise pas avec la mort, un ouvrage qui décrypte de façon assez simple des sujets aussi compliqués que ces grands mythes qui peuvent nous expliquer comment nous avons totalement changé de regard sur la vie et la mort. Et bien entendu, l'euthanasie sera une question dont on sera amené à parler dans les prochains jours. Très bonne journée à vous et à bientôt.